Bonjour, Barbara, bienvenue donc sur Pluméa. Je te propose qu'on commence avec une première question, c'est de tout simplement savoir qui tu es. Donc si tu pouvais nous faire une brève présentation de toi, de ce que tu fais au sein des éditions Luciférines et aussi une brève présentation des éditions Luciférines, tant qu'à faire. Je rappelle aux membres qui sont dans le chat que toutes les questions vont être récoltées par Mag ici présent et posées à la fin de la session de mes questions à moi. Voilà, je t'en prie Barbara. Oui. Alors, moi, je suis l'éditrice de la maison d'édition Les Luciférines. Donc, c'est une petite maison associative qui est spécialisée principalement dans la littérature fantastique, horrifique, thriller fantastique, enfin, tout ce qui est sombre, on va dire de manière générale. Donc, j'ai voulu la créer avec cette identité-là assez forte. Je fais à la fois du roman et on publie aussi régulièrement des anthologies qui mettent le fantastique et l'horreur à l'honneur. Donc, c'est toujours des anthologies où les textes doivent être fantastiques ou horreur et pas d'autres genres. Et après, en termes de la maison d'édition, je m'occupe un peu de tout, quoi. Sauf donc de sélectionner les textes, de proposer les sujets. J'ai parfois de l'aide pour les sélections, notamment au niveau des sélections des anthologies. Je demande des comités de lecture, mais sinon, même la mise en page, etc., je m'occupe un peu de tout. Voilà. Donc, si vous voulez des précisions, Oui. n'hésitez pas. Donc, oui, pour te répondre, Lottie, le nystiférine, en fait, c'est. Alors, en fait, c'est le nom d'une molécule bioluminescente euh, qu'ont les poissons des abysses ou les lucioles, les insectes qui vivent dans le noir et qui brillent. Et en fait, c'était toute une réflexion au moment de créer la maison d'édition, de trouver un nom qui se démarque un petit peu. Et je voulais pas trouver quelque chose d'un peu trop classique ou qui fasse bêtement dark, on va dire. Donc, je me suis bien creusé la tête. Et je voulais l'idée, en fait, d'une lumière qui représente un peu la littérature dans les ténèbres. Je trouvais ça sympa. Donc après, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une référence sataniste. Alors je les détrompe, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'on joue un peu sur l'ambiguïté. Oui, j'avoue que je m'étais posé aussi la question, j'ai fait mes petites recherches et donc je suis tombée sur cette fameuse molécule et je trouvais que c'était une très très bonne idée, en tout cas en termes de nom de maison d'édition. Enfin, en tout cas, moi ça me plaît beaucoup. Je voulais poser une petite question justement à propos de votre spécialisation en tant que maison d'édition. Est-ce que enfin, pourquoi vous vous êtes spécialisé? Pourquoi vous n'avez pas juste fait de l'édition en général, en sachant qu'en plus vous êtes une petite structure et que vous vous spécialisez vraiment dans des genres assez niches, le thriller, l'horreur, le fantastique. C'est encore plus niche que juste la littérature de l'imaginaire. Donc voilà, pourquoi vous vous êtes spécialisé? Nous, on entend des éditeurs qui nous disent ben non, nous, il faut faire un peu de tout, parce que quand on est des petites maisons d'édition, il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Donc voilà, c'est une question, je pense, qui peut aider nos membres aussi à mieux comprendre le monde de l'édition. Alors oui, en fait, la maison d'édition, à la base, c'était un projet de master parce que j'ai fait un master d'édition à Lille. Et parmi les projets qu'on devait faire, enfin, et qu'on devait défendre, on avait le fait de créer une collection, une maison d'édition avec une identité forte. Donc c'était déjà un petit peu, on va dire, cadré et prévu. C'était pas forcément, par contre, le but de faire vraiment une maison d'édition viable sur le marché du livre. Mais après, j'ai eu envie de tester le concept au-delà. Et pourquoi j'ai choisi le fantastique, c'est parce que tout simplement, moi, je suis vraiment une fan de fantastique à la base. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les nouvelles d'Edgar Allan Poe. D'ailleurs, la première anthologie, elle était consacrée aux réécritures d'Edgar Allan Poe. Et après, j'ai un peu élargi à l'horreur. Alors, j'étais moins une lectrice d'horreur à la base. Moi, j'étais vraiment sur le fantastique 19e. Et après, sur toutes les littératures un peu décadentes, un peu bizarres. J'aimais bien les choses bizarres, en fait. Et pas forcément les autres genres de l'imaginaire. J'ai découvert un peu plus après, finalement, puisque l'imaginaire m'a accueilli à bras ouverts quand je me suis lancée dans le monde de l'édition. Et voilà, en fait. Et puis, c'est parti, voilà, sur le sombre. Et puis je me sentais un peu moins légitime de faire les autres genres, du coup, puisque j'étais un petit peu moins lectrice.
Un petit peu quand même, hein, mais un peu moins. On peut pas tout lire non plus. Mais après aussi, je pense que c'est ça. Et après aussi, il y avait le côté où je pense que je me suis dit aussi que pour se démarquer, pour marquer tout de suite les esprits, c'est quand même plus intéressant de commencer par une niche très identifiable. Et je pense que là-dessus, le projet de master était quand même bien pensé par rapport à ça. Parce que c'est vrai que sinon, si on n'a pas une identité forte avec toutes les petites maisons d'édition qui se lancent, etc., ça peut être plus difficile. Même si on a d'un autre côté, effectivement, le problème qu'après, il faut réussir à attirer un public dans l'horreur et le sombre, même s'il n'y est pas à la base. Nous, on essaye vraiment du coup, de faire découvrir et de faire venir les lecteurs à nos genres de prédilection. Mais c'est un défi et c'est intéressant aussi. Mais justement, j'entends que tu parles de master, donc des questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce que toi tu as fait comme études avant d'arriver, on va dire, à la tête de cette maison d'édition? Alors, je vois beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas quand je traiterai toutes les questions en même temps. Déjà, je vais te répondre. C'est que moi, j'étais en master littéraire, en fait. Donc, je savais que je voulais faire travailler dans l'édition. Je pensais pas forcément, quand je me suis lancée, à faire à me faire une maison d'édition vraiment. Je pensais juste rejoindre une structure éditoriale. Et puis finalement, je suis restée en éditrice. Mais à l'origine, ben, j'avais fait études de lettres, j'ai fait un master en littérature comparée, où mon premier mémoire, eh ben, il n'était pas trop sur le fantastique. Je m'étais alors intéressée aux littératures déviantes, donc aux auteurs comme William Burroughs ou Georges Bataille et ce genre de choses. Et c'est après en master 2 que là, j'ai vraiment creusé sur le fantastique pur. Voilà. Ok. Mais t'inquiète pas, pour les questions du chat, c'est vraiment Mag qui s'en charge et qui nous les relèguera par la suite. Donc Tu es en train tu n'es de... même pas obligé de les regarder, y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, je m'en occupe. Une autre question que je voulais justement te poser, c'était relatif aux anthologies. Tu nous as parlé de ta première anthologie qui concernait la réécriture des textes d'Edgar Allan Poe. J'ai remarqué aussi que vous aviez énormément d'anthologies. Pourquoi? C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans les maisons d'édition, pardon. Donc, est-ce que c'est un moyen d'attirer de futurs auteurs? Parce que des anthologies, ça demande quand même un certain nombre d'auteurs différents. Ou c'est tout simplement pour continuer à perdurer un héritage qui se perd un peu. On sait que bah, les romans d'horreur maintenant ont tendance plus à pencher vers le gore que vers l'horreur fantastique. Donc voilà, pourquoi les anthologies en général, d'autant que là vous êtes encore actuellement dans une campagne Ulule avec une anthologie. Oui. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour mettre le fantastique en avant, la nouvelle, ça reste le meilleur genre. Parce qu'après, dès qu'on entre sur du roman, c'est compliqué de rester dans du fantastique pur. On va être obligé d'aller soit vers de l'étrange, soit vers de la fantaisie. Donc c'est vrai que pour ce genre-là, bah, la nouvelle, c'était important. Et puis finalement, donc je me fais une première sur Edgar Allan Poe, parce que là, c'était vraiment, forcément, le projet, c'était de rendre hommage aux nouvelles extraordinaires de l'auteur et qui d'ailleurs n'est pas vraiment fantastique. Il y a beaucoup d'étranges aussi et d'SF, mais ça, ça serait pour la définition vraiment plus puriste. Et après, on a fait sur les maisons hantées. Et c'est vrai que ce format, il a vraiment bien marché. C'est vrai qu'en tant qu'aussi qu'auteur, enfin qu'éditeur qui était seul, c'était quand même l'avantage d'avoir tout de suite plusieurs auteurs qui étaient présents sur le stand, etc., ce que permettait pas un roman. Et aussi au niveau ben, du travail sur le texte, enfin, déjà je passe beaucoup de temps à corriger sur les anthologies et sur les romans, ben, je passe encore plus de temps avec les auteurs, donc j'ai beaucoup moins de facilité à sortir des romans vite aussi. C'est pour ça qu'on sort beaucoup d'anthologies, mais là on a quand même un peu baissé le rythme. Avant on était à une anthologie par an, maintenant on est plus à une anthologie tous les 1 an et demi. Ah oui, Mais on ok. a essayé, pour bien valoriser ça aussi, de faire en fait des anthologies un peu interactives, c'est-à-dire qu'elles ont toujours un thème qui va être lié à l'horreur fantastique. Et on fait des articles aussi, on les complète avec du contenu encyclopédique, avec des illustrations. Donc le but, c'est vraiment d'amener les lecteurs à la nouvelle avec d'autres arguments que la nouvelle, que le lectorat français peut avoir un peu peur de ça, mais avec l'astuce des articles, ben, ils y entrent beaucoup plus facilement.
Bien sûr. Et justement, est-ce que ces anthologies-là, elles te permettent après d'avoir des auteurs qui viennent publier leurs romans dans ta maison d'édition, ou est-ce que c'est vraiment 2 publics totalement différents? C'est variable, en fait. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais dû fermer par manque de temps les manuscrits libres, on va dire, mais quand ils sont en libre, j'ai pas mal d'auteurs que je connais pas du tout qui me proposent des romans, donc plusieurs que j'ai signés. Et après, il y a des projets romans qui vont se faire avec des auteurs que j'ai pu rencontrer par les anthologies. Par exemple, on a sorti une collection de 3 romans inspirés de légendes japonaises. Et là, c'était les auteurs de l'anthologie donc sur les démons japonais que j'avais contactés et auxquels j'ai proposé de travailler sur un roman. Donc après, j'ai travaillé avec les auteurs qui étaient motivés à faire ça. Mais souvent, je remarque quand même que beaucoup d'auteurs qui font de la nouvelle ont du mal à sortir du format nouvelle. Donc c'est pas forcément les mêmes. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment 2 exercices totalement différents. La nouvelle demande une concision qu'on peut un peu oublier dans les romans. Une petite question un peu plus, je vais dire, indiscrète. Combien vous êtes aux éditions Luciférine? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu as des personnes qui sont là à temps plein avec toi? Et quels sont un peu vos défis justement en tant que toute petite, je vais dire, maison d'édition par rapport à des mastodontes comme pour citer dans le registre de l'imaginaire Brajlon? Alors, je suis presque toujours toute seule. Après, les personnes qui aident, ça va être plus ponctuel. Je vais demander, recruter par exemple des illustrateurs pour les couvertures ou parfois après des amis auteurs pour participer au comité de lecture. Ça arrive que certains aussi, des fois, aident à la relecture. Mais dans l'ensemble, je suis toute seule avec de l'aide des auteurs par-ci par-là, notamment sur les salons. Et après, on va dire que les principales enjeux, c'est déjà de ne pas perdre d'argent, donc de faire des projets viables, des projets qui sont rentables dans le sens où on finit pas en déficit après un an après le tirage. Donc voilà, on essaye d'être prudent. On va pas faire de la quantité pour la quantité, on essaie de vraiment cibler à chaque fois chaque projet, de bien l'affiner, de bien réfléchir à la cible qui va toucher pour pas se rater parce que comme on est à 2, 3 maximum publications par an, on essaye au maximum d'éviter de se rater sur une publication. Voilà. Oui, non, c'est... Voilà, je vois dans le chat que ça réagit et je me permets justement de rebondir. Oui, voilà, une maison d'édition seule, c'est possible. Mais du coup, ça nous donne à peu près combien de romans par an? Comment vous faites pour justement éviter de tomber dans la perte? Parce que ben, on n'est jamais sûr qu'un roman va bien se vendre ou pas. Donc voilà, à peu près combien de romans par an vous essayez de publier? Est-ce que vous trouvez à chaque fois votre public? Comment ça se gère à ce niveau-là? Alors en général, après ça dépend des années, on va dire, selon les disponibilités que j'ai sur une année ou des fois de la difficulté du projet. Ça, c'est parfois on n'anticipe pas le temps de correction qu'on va avoir sur un texte, ce genre de choses. Dans l'ensemble, on est à 2 ou 3 publications par an. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire humainement. De toute façon, je pourrais difficilement faire plus en gardant la qualité que je voudrais. C'est aussi pour ça aussi que je fais des anthologies, parce que sur les anthologies, on va vraiment cibler un thème qui a priori va plaire à un public large, on va l'interpeller avec l'argument des articles et le côté encyclopédique qui va faire que normalement, sur les anthologies, on fait une publication, on sait que ça va marcher. Donc c'est vraiment c'est un peu nos locomotives, on va dire, pour les événements et pour la maison. Ça peut nous permettre de se faire des sorties romans coup de cœur légèrement plus à risque parfois. Et aussi, comme dans le cas des légendes japonaises, là j'avais demandé aux auteurs de proposer vraiment enfin, je leur avais proposé une thématique de roman
sur laquelle après ils étaient libres, hein, d'écrire, ce qu'ils voulaient et ça permettait en fait, de sortir des romans sur lesquels je savais qu'il y aurait un public qui répondrait présent. Oui, Donc c'est voilà, vrai. on essaye un peu de faire du 50-50, pour que même s'il y a une publication un peu plus faible, l'autre à côté elle rattrape et que ce soit pas un gros problème. Mais après, comme on sort peu de livres par an et qu'on va quand même bien les défendre et les accompagner, donc on n'est jamais à perte. Au minimum, on rentabilise l'impression. OK. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent, nous, en tant qu'auteurs, que justement, bah, la maison d'édition, ça reste une entreprise qui a besoin, d'argent. Malheureusement, le monde fonctionne comme ça. Pour vivre et survivre et que donc, parfois la publication d'un récit coup de cœur, ça peut vraiment mettre à mal, le fonctionnement entier d'une maison d'édition. J'ai vu sur votre site, parce que ça reste un peu dans la même lignée, que vous n'étiez pas non plus extrêmement présent en librairie. Heu, Comment vous faites justement pour, je sais qu'on peut commander sur les sites des maisons d'édition, mais comment vous faites pour faire connaître vos romans? Qu'on puisse peut-être vous retrouver en librairie si c'est possible dans certains endroits, ou pour tout simplement trouver votre lectorat, malgré, parce que voilà, la plupart des lecteurs vont chercher des romans en librairie. Donc comment vous gérez un peu tout ça, en termes de promotion, de distribution et ce genre de choses? Alors, on a quelques libraires partenaires, c'est souvent des libraires qui sont spécialisés dans l'imaginaire et ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'ai pas jugé intéressant pour le moment de me développer en librairie, tout simplement parce que c'est pas tout à fait le même public. Souvent, en librairie, on a un public qui cherche quand même des références assez familières, donc ça demande quand même déjà d'être un peu connu par le public. Donc nous, on passe beaucoup par les salons, les événements. Il y a les campagnes Ulule qui permettent aussi de faire gagner de la visibilité, puis les réseaux sociaux. Donc on fait beaucoup, on essaye hein, de se rendre surtout visible. Et après, les gens qui veulent nous commander en librairie peuvent le faire s'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est pas le secteur qu'on développe le plus, parce qu'à part dans les librairies spécialisées, on va peut-être pas trop avoir le public pour nous acheter. C'est vrai, mais en tout cas, c'est bien, c'est une belle maison, 2.0, bien moderne, qui fait sa promotion sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, enfin moi je félicite, l'initiative parce que, bah, voilà, poursuivre quelques grandes maisons d'édition, c'est pas toujours ça, alors qu'honnêtement, je pense que le budget community management, ils doivent l'avoir. Je voulais justement te demander, puisque tu nous disais que tu étais quasiment toute seule derrière ta maison, comment oui, ta maison d'édition, pas, vous m'avez comprise. Comment ça se passe une journée, type en tant qu'éditrice? Qu'est-ce que tu fais, en priorité? Est-ce que c'est principalement de la relecture de manuscrits? Est-ce que c'est beaucoup de communication? Comment tu distingues un peu toutes ces étapes? Puisque, beh, si tu es seule, tu dois gérer la, la plupart des choses et voilà, comment un peu tu peux t'organiser puisque c'est un métier où tu es ton propre patron et que quelque part, bah, il y a pas quelqu'un qui vient derrière vérifier que tout est fait en temps et en heure. On va dire que dans tous les cas, on va avoir comme quelques délais, donc des événements, des salons sur lesquels on prévoit des sorties. Donc c'est un petit peu ça les deadlines qu'il faut absolument tenir, on va dire. Et sinon, après, ça va vraiment varier parce que, comme tu dis, comme je suis toute seule et que je dois faire un petit peu tout, ça va dépendre des périodes. Je vais avoir des périodes où je dois vraiment finir de corriger un manuscrit. Donc, pendant une semaine ou deux, je vais faire presque que ça. Bon, en général, quand même, le matin, je vais répondre à tout ce qui est administratif qui est arrivé dans la nuit ou en début de matinée, etc. Je dois m'occuper aussi des envois, des expéditions des colis, des réponses aux différents partenaires, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des périodes où je vais être que sur de la mise en page ou que sur du graphisme. Donc, voilà, après, c'est souvent des journées qui finissent à minuit, on va dire, mais je m'organise au moins comme je veux. Oui, Mais bon, après, je le fais vraiment naturellement. ça ressemble un peu à nos journées d'auteurs finalement, hein. Beaucoup, en tout cas pour les auteurs en auto-édition ou ceux qui accompagnent vraiment beaucoup leurs manuscrits.
En termes de communication sur les réseaux sociaux, tu m'as dit que tu étais extrêmement présente. Est-ce que tu as aussi le soutien des auteurs? Est-ce que la communauté des auteurs que tu publies a une importance ou pas forcément? Est-ce que ta communication se suffit quelque part à elle-même ou est-ce que l'auteur a vraiment besoin d'avoir une grosse communauté derrière ou pas? Parce que ça, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup les auteurs en ce moment parce que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance, même dans le monde de l'édition. Alors c'est assez variable, je dirais. C'est c'est sûr que c'est plus rassurant, on va dire, d'un point de vue d'éditeur, si on voit que l'auteur il a déjà une bonne communication sur les réseaux. Un plus, mais quand on s'intéresse au texte en soi, ça va pas être déterminant sur la sélection d'une nouvelle ou d'un roman. Déjà, je rassure tout de suite là-dessus. Mais parce qu'après, il y aura pas de règle. On peut avoir des auteurs qui vont être très bons en com internet, par exemple, et d'autres auteurs qui sont quasi absents sur les réseaux, mais qui vont être à l'inverse très présents en salon et qui vont être de super communicants en direct avec les gens. Donc il peut y avoir de tout. On peut aussi avoir des textes qui vont se démarquer, qui vont plaire à des gros youtubeurs, ce genre de choses, alors que l'auteur est complètement et pas du tout communicant sur les réseaux. Donc c'est là-dessus, on n'a pas vraiment de règles. Ouais. Oui. Euh, Non, non, vas-y, y a pas de je sais souci, pas tu peux si continuer. quelqu'un veut. Et après, oui, ben, sur les réseaux, en tout cas, les auteurs sont assez actifs. Enfin, ils partagent pas mal nos communications. Ils soutiennent toujours, surtout sur les anthologies, soutiennent beaucoup les projets. Mais quantitativement, je pourrais pas dire qui rapporte vraiment beaucoup de public ou pas. Ça reste quand même beaucoup la communauté de l'édition qui va faire le plus gros du travail derrière, je pense. Donc les gens qui connaissent la structure et qui ont déjà donné leur confiance. Mais ils nous ramènent toujours un peu de leur public, bien sûr. Donc voilà, pour tous nos auteurs présents parmi nous, ben, sachez-le quand même, la communication sur les réseaux sociaux, ça reste important. On en a qui sont pas du tout actifs et qui ont beaucoup de mal avec cette idée, donc ça nous permet de leur faire une petite piqûre de rappel parce que ben, finalement ça leur sert aussi. Euh, on avait déjà posé la question à une de nos autrices interviewées de savoir comment ça se passait l'édition, mais moi je t'avoue que je suis très curieuse de voir comment ça se passe, les étapes de l'édition, donc de la réception d'un manuscrit à sa publication, d'un point de vue de l'éditeur, justement. Euh, on va dire d'un manuscrit, donc si on va dire que le manuscrit est publié, en tout cas de mon point de vue, on va dire, je vais accorder pas mal d'importance à tout ce qui est correction. Euh, c'est rare, mais enfin, ça peut arriver, mais en général, on a quand même toute une reprise de correction avec l'auteur qui peut durer plus ou moins longtemps selon ce qu'on voit retouché ou pas. Donc après, au-delà du style, hein, il peut y avoir des suggestions scénaristiques, des petites améliorations de certaines scènes, relever des incohérences que même nous, à la lecture, on voit pas tout de suite, puis qu'après, on va voir en cours de correction, et là, on va se dire, bon, ben, attends, on va reprendre un peu le début, parce qu'en fait, on a laissé passer ça. Et après, ben, une fois que tout ça s'est terminé, l'auteur, on va dire qu'il est libre, et on a toute la partie de mise en page, sur la couverture, ça m'arrive souvent de demander à l'auteur qui voit un petit peu ce qu'il imagine et après de travailler avec un illustrateur. Et des fois avec l'auteur, s'il a envie de s'impliquer, s'il n'a pas envie, ben, on se débrouille de notre côté. Des fois, on réfléchit aussi un peu au titre, si on n'a pas encore trouvé le titre parfait. Mais voilà, enfin, je ne sais pas si vous avez des demandes de précision par rapport à quelque chose plus qu'autre chose sur ça. Ben, la petite précision qui m'intéresse en tout cas, c'est de savoir en moyenne combien de temps il y a entre l'envoi du manuscrit ou de la réception par la maison d'édition et la publication finale. Combien de temps ça vous prend pour repeaufiner l'ouvrage, créer la couverture, faire la communication nécessaire jusqu'à sa sortie?
Alors après, comme dit, ça va vraiment dépendre du texte, de sa longueur, du travail qu'on va avoir à faire dessus. En moyenne, je dirais quand même faut compter 6 mois, parce qu'il y a quand même le temps de tout relire, de tout corriger, donc sur la première correction. Après, faut que l'auteur soit disponible aussi, donc après ça va dépendre de ses disponibilités, parce que bon, souvent les auteurs, ils ont quand même une vie à côté et ils peuvent pas nous faire des retours comme ça, tous les 2 jours. Et après, c'est surtout le travail sur le texte qui va être long, puisqu'au final, une fois qu'il reste plus que la mise en page, et la couverture à faire. D'ailleurs, c'est des choses que je peux réaliser en parallèle, puisque quand l'auteur il a un retour de correction à faire, je suis libre de m'en occuper de mon côté. Donc ça peut aller très vite. Mais quand même, compter minimum 3 mois et souvent 6 mois sur les corrections, surtout si le texte est gros. Et ça vous arrive de corriger plusieurs, enfin d'avoir plusieurs romans à gérer en même temps ou vous décernez une période pour un premier roman, puis une deuxième période pour un second? Ou vous travaillez sur plusieurs romans en même temps? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors j'ai essayé de faire, enfin j'ai fait sur 3 romans en même temps l'an dernier, enfin pour la sortie d'une collection de 3 romans sur les légendes japonaises. Oui, Je peux dire que c'était assez intense. Je le ferai plus. je comprends. C'était assez intense. Mais, euh, mais après, ça a l'avantage que du coup, je fais un retour à un auteur. Du coup, pendant qu'il corrige, je peux m'occuper du texte d'un autre, donc c'est tout à fait jouable. Mais je pense que la prochaine fois, je le ferai plutôt sur 2 romans et pas avec 3 en même temps. C'est vrai qu'en plus seul, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Je propose, parce que je vois que le nombre de questions défile, qu'on passe aux questions des membres comme ça, parce que je vois que j'en reçois pas mal. Oui, Je oui, 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 oui. oui, il y en a beaucoup. Alors la première question qu'on m'a, envoyée, c'est de savoir si vous faites, de la poésie. Donc je suppose aussi, de la poésie qui est liée plus, à l'horreur, au fantastique et au thriller? Ou est-ce que vous êtes vraiment focalisé sur, les nouvelles, les romans et tout ce qui est purement narratif? Oui, alors on est purement sur ce qui est narratif. Moi, je suis pas du tout de base une spécialiste en poésie, donc je préfère m'occuper de ce qui est vraiment mon domaine, donc la nouvelle et le roman. OK. Une autre question, est-ce que c'est possible d'être édité pour un roman horrifique, dans ce cas précis, quand on est mineur? Et si oui, quelles sont les démarches à faire? Moi, il me semble avoir lu qu'il Euh, fallait être majeur alors, dans... je dirais pas que c'est impossible. Mmh. Donc, je dirais pas que c'est impossible. Enfin, je pense pas qu'il y a des interdictions de publier quelqu'un qui est mineur. Après, je j'ai jamais été confrontée au problème, donc je saurais pas dire s'il y a des démarches particulières. Ça, je saurais pas trop répondre. Mais bon, a priori, j'ai jamais lu que c'était impossible. J'ai déjà vu des éditeurs répondre à ce genre de questions et dire qu'il n'y avait pas de problème. Je pense que si la plume est publiable, il n'y a pas de raison. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui nous répond dans le chat qu'il faut l'autorisation des parents et des papiers Oui. signés. Donc à la personne qui se pose la question, c'est un début de réponse et n'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de la maison d'édition que vous souhaitez viser en fonction de votre ouvrage. Voilà, il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mail, ils vous répondront probablement, ça reste quand même une question importante. J'ai une question très intéressante et c'est vrai que j'aurais pu la poser. Pourquoi un statut associatif en maison d'édition et quels en sont les avantages ou même peut-être les inconvénients finalement? Statut associatif parce que c'était le plus simple au démarrage, parce que en fait, monter une entreprise, c'est quelque chose d'assez lourd, surtout quand on s'y connaît pas déjà, et parce que déjà en édition, on peut pas faire de entreprise, parce qu'on a énormément de frais avant de parler de rentabilité. Donc, avec tous les frais engagés sur une maison d'édition et le peu de rentabilité, enfin le peu de marge qu'on peut se faire derrière,
Le statut associatif était le plus pertinent et reste toujours aujourd'hui le plus pertinent. Que du coup, finalement, on réinvestit avec tous les acteurs du livre, on arrive quand même constamment à réinvestir dans les projets et on s'en sort bien comme ça. Puis donc ça nous évite d'avoir on va dire une comptabilité trop lourde et pas justifiée à notre niveau. Voilà, donc finalement, ça a quand même quelques avantages, surtout pour une si petite, je vais dire encore une fois, tu es toute seule derrière cette maison d'édition avec de l'aide, mais ça reste quand même une petite maison d'édition. Donc, moi, je comprends. Alors, je vois la question, combien de manuscrits sont soumis, pardon, sont lus par mois par le comité de lecture? La question que je me permets d'ajouter avant, c'est est-ce que vous avez un comité de lecture? Ou est-ce que vous lisez toute seule tous les manuscrits qu'on vous envoie? Alors en fait, nous, on a une manière de fonctionner un peu particulière, surtout ces dernières années. Donc comme je manquais aussi un peu de temps, sur les projets et qui m'ont pris en fait du temps depuis 2 ans, j'ai pas rouvert les manuscrits. Donc parfois je reçois des manuscrits quand même, mais ben du coup c'est pas disponible parce qu'en fait j'ai pas le temps de m'en occuper vu que j'ai été sur comme je disais 3 romans en même temps plus les anthologies. J'ai pas eu l'occasion de les rouvrir depuis quelques temps. Je pense ceci dit le faire en début d'année. Donc, si vous avez des textes dans l'esprit de Luciférine, restez attentifs, parce que ça va revenir. Et sinon, je réunis des comités, surtout pour les anthologies, parce que c'est des concours. Donc, j'ai besoin d'avoir. En général, je réunis 2 personnes de plus que moi, voire 3, donc selon celles que je trouve disponibles, qui ont de l'intérêt, des connaissances pour la littérature horrifique, fantastique. Parfois des auteurs que je connais et qui ne participent pas, ou des amis ou leurs amis, enfin ce genre de personnes. Et les textes sont lus en anonyme et après on en discute. Ok, donc c'est extrêmement variable en fonction finalement de si c'est anthologie ou période de roman. Donc, De toute façon, juste pour les préciser, quand pour les romans, si c'est vraiment un coup de cœur, je me fie, on va dire, à mon opinion. Mais parfois, quand j'ai quelques doutes, je peux demander l'avis d'autres personnes de confiance pour voir ce qu'elles en pensent aussi. Donc, je peux consulter. oui, parce que finalement, en tant qu'éditeur, on est quand même humain et que c'est important aussi de publier des romans auxquels on croit et qu'on aime de tout son cœur et de toute son âme, peut-être même plus que les auteurs eux-mêmes. Alors, je vois une question, oula, qui est assez longue. Alors, j'ai vu qu'il était mieux d'envoyer un script brut avec de grands interlignages pour laisser à la boîte d'édition la place de mettre faire des retours plutôt que de lui envoyer un truc qui fasse produit fini afin de faire passer le message je suis ouvert au retour et on va finir le bouquin ensemble. Est-ce vrai? Et comment toi, pardon, tu vois les choses à ce propos? Je ne sais pas si je dois reformuler la question parce que c'est vrai qu'elle était un peu longue. Ça dépend vraiment du projet. Enfin, on va dire que pour moi, si c'est vraiment le projet de la maison d'édition qui elle-même dit qu'elle cherche telle ou telle thématique précise, etc., et qu'elle-même demande des scripts avant de donner son aval à l'auteur pour commencer ou non le roman, oui. Mais si c'est vraiment des manuscrits, simplement manuscrits ouverts, il vaut mieux avoir un roman fini. Après, ce qui est important, c'est juste de se montrer soi-même ouvert après à la correction. Mais il vaut mieux avoir un roman fini parce que s'il est pas terminé ou à moitié en friche, on n'a pas la garantie que l'auteur va réussir après à fournir le roman terminé. Donc, voilà, si ça répond à la question. Alors, je sais pas de qui vient la question, mais je suppose que cette personne nous le dira. En tout cas, je le rappelle quand même que essayez d'envoyer votre récit le plus fini possible, parce que ben, finalement, la maison d'édition, elle doit quand même pouvoir supposer que votre roman puisse faire partie de son catalogue et s'assurer
quand même derrière une certaine stabilité financière si jamais elle décide de vous éditer et que vous n'avez pas terminé votre roman. Voilà. Alors, je remonte encore la liste qui est assez longue. Ah voilà. Comment fonctionnes-tu pour l'impression? Est-ce que c'est de l'impression à la demande, un imprimeur indépendant et tu gères tes stocks, ou est-ce que tu passes par KDP ou pas du tout? Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, KDP, c'est tout simplement Amazon et son fonctionnement d'édition de livres. Voilà. Alors, alors moi, je passe que par imprimeurs, des imprimeurs traditionnels, on va dire. Donc en général, je vais faire une estimation de stock en espérant pas me tromper. Bon, après, on se trompe toujours, hein. Soit des fois, on va sous-évaluer le succès d'un livre, des fois, on va le surévaluer. Ça fait un peu partie du jeu. Mais je préfère prévoir un bon stock de départ pour essayer comme de maximiser le, le bénéfice qu'on va faire sur le livre. Parce que, comme dit, ça me permet de pratiquer des prix normaux, abordables, d'avoir des finitions sympas aussi sur les livres de cette manière-là. J'aime bien mettre du vernis sélectif, des dorures, ce genre de choses. Et à la demande, ça se fait un peu compliqué, surtout quand on a aussi les salons à financer, ce genre de choses. Il faut qu'on puisse avoir un prix du livre qui reste intéressant pour nous aussi au niveau du coût à la fabrication. Du coup, moi, j'insère ma petite question perso. Combien d'ouvrages environ par roman publié la maison d'édition commande, ou est-ce que c'est extrêmement variable? Est-ce que vous prenez généralement le même nombre d'ouvrages? Alors c'est très variable, ça dépend vraiment comment on va sentir le projet, ça dépend des finances sur le moment. Des fois, on peut faire juste des tirages de 100 exemplaires. Quand on fait 100, c'est souvent que c'est une petite réimpression, dans le sens où on a eu un ouvrage terminé, où il y a encore un peu de demande, mais pas assez pour qu'on reparte sur un gros stock. La moyenne, ça va être du 500, je dirais. Ok. Ce qui est déjà pas mal, honnêtement. Enfin, moi, ça me semble énorme, hein. Je vendrais déjà 500 de mes romans, je serais extrêmement contente. Donc, ok, ok. Alors, est-ce que c'est bien vu de proposer sa propre couverture lors de la transmission d'un script? Donc je suppose, quand on t'envoie son manuscrit, est-ce que c'est bien vu d'insérer directement la couverture qu'on propose, ou est-ce qu'il faut attendre tes propositions, que tu poses la question, ce genre de choses? Alors, il vaut mieux attendre les propositions parce qu'après, chaque maison d'édition a quand même sa ligne graphique. Donc, ça peut être compliqué d'arriver en disant qu'on a déjà une couverture. Après, quand c'est dans le cadre, par exemple, d'une réédition, ça peut se comprendre. Par exemple, un livre qui a plutôt bien marché dans une maison d'édition, qui a déjà eu une couverture intéressante et qui voudrait la récupérer sur une autre réédition. Là, il n'y a pas de souci en général. Mais sinon, oui, on peut faire une proposition, mais je pense que c'est mieux de faire une proposition peut-être d'un artiste que d'arriver déjà avec une couverture terminée. Par contre, en général, je suis à l'écoute des auteurs qui me font une proposition d'artistes avec lesquels ils veulent réaliser leur couverture. Voilà. Comme ça, si vous voulez envoyer votre manuscrit, mais vous savez qu'il vaut mieux attendre avant. Je suppose que c'est une question de Sariel qui est également dans l'illustration. Donc sa question, je pense, est assez, assez légitime. D'ailleurs, ben, dans ce cas-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un auteur soit également illustrateur et propose de faire sa propre couverture lui-même, ou pas du tout? Pure question de curiosité, là, j'avoue. Alors oui, ça m'est arrivé une fois et d'ailleurs ça avait été validé aussi. Alors c'est sur un auteur qui est passé après au Héron d'Argent, qui s'appelle Julia Richard sur Faites vos jeux, vous la connaissez peut-être. Et du coup, elle a réalisé sa couverture sur ce livre-là. Ah oui, Donc à la base, on l'avait réalisé, enfin, je l'avais réalisé, pas moi avec elle, mais on en avait discuté et c'était elle qui l'avait fait. ben voilà. Donc si jamais, Et sachez que c'est vous voyez possible. comme une illustratrice à ce moment-là. Alors.
Question de notre très cher président, celle-là je la vois à des kilomètres. Comment faites-vous vos jolies couvertures? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques. Moi, quand j'ai visité votre site, j'ai beaucoup aimé la plupart de vos couvertures. Donc comment vous faites peut-être pas pour les rendre si belles, mais en tout cas, voilà. Alors chaque couverture, elle a un peu une histoire et un peu à part, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est des illustrateurs qu'on va recruter. Ça peut être des illustrateurs qui ont été des fois suggérés par des auteurs, rencontrés en salon, trouvés par Internet aussi, avec lesquels on va faire les projets. De plus en plus sur les dernières, je travaille vraiment en profondeur sur la composition avec l'illustrateur. Donc on discute vraiment de ce qu'on veut. Parfois, je lui fais même des petits croquis. Enfin, on essaye vraiment d'avoir une composition d'avance à soumettre pour qu'il n'y ait pas après les mauvaises surprises de l'illustrateur qui fait quelque chose, puis finalement ça va pas, etc. Donc voilà, comme ça, et c'est plus confortable pour tout le monde. Par exemple, là, je vois passer sur la couverture de Terreur Nordique, c'est une illustratrice avec laquelle j'ai travaillé beaucoup sur des illustrations internes des livres. Et c'était la première fois qu'on travaillait sur une couve ensemble. Et là, on a vraiment bossé ensemble à s'envoyer plein de mails pour imaginer l'illustration toutes les deux, tous les éléments, tous les détails, quelques même parfois refaçonnage du personnage et tout. Enfin, ça a été un gros travail et puis du coup, ça fait qu'on est tous très contents du résultat. En tout cas, Mais je pense en tout cas, c'est important parce que c'est la première chose que les gens voient et j'attache l'importance à ce que ça évoque vraiment le contenu du livre. Enfin, en tout cas, j'espère. mais en tout cas, vous avez vraiment de quoi en être fier parce que, bah, je le rappelle, c'est encore une petite maison d'édition et parfois quand on voit les couvertures de certaines grandes maisons d'édition, il n'y a pas à rougir. Honnêtement, il n'y a vraiment pas à rougir de la qualité du travail esthétique que vous proposez. Alors, dans une petite maison d'édition, est-ce qu'on concentre ses ventes dans un certain secteur ou on essaye de répartir la publication des ouvrages dans un territoire plus large? Je suis pas sûre de comprendre la question. C'est par rapport Je territoire, pays, région? pense que c'est d'un point de vue géographique, de ce que j'en comprends. Euh, Après, Oui, je pense que c'est oui. relativement. Oui, effectivement. Est-ce que vous allez vous concentrer sur une zone géographique, par exemple, région, ou faute de moyens réduits? Après, en tout cas, on essaye de faire des salons un peu partout en France. On en fait aussi parfois en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Donc, on ne se limite pas géographiquement ou sur, en tout cas, le monde francophone. Après, on a fait quelques publications régionales, donc ils vendent un peu plus dans les régions, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se vendent pas aussi dans d'autres régions. Donc, nous, globalement, on essaye de faire connaître les livres un peu partout dans le monde francophone. Et puis, on a aussi même des commandes régulières du Québec, par exemple. Donc on livre aussi sans souci là-bas. Même si on ne peut pas faire des salons, du coup. Voilà, mais on a justement une membre de notre modération qui vient du Québec, donc voilà, si jamais tu veux un ouvrage, tout est possible. Je vois que justement Justine nous parle des éditeurs régionaux et des éditeurs nationaux. Alors c'est peut-être une particularité française que je ne maîtrise pas, je viens de Belgique, je le rappelle. Donc est-ce que tu peux nous en parler, le présenter peut-être aussi pour les auteurs qui ne connaissent pas? Et oui, nous expliquer peut-être un peu ce que c'est et peut-être où vous vous positionnez là-dedans. Par rapport aux éditeurs régionaux, c'est ça? Oui, et nationaux, oui. En fait, enfin, les éditeurs régionaux, c'est plus qu'ils vont rester vraiment sur une région et souvent, ils vont vraiment se concentrer sur la littérature locale. Donc, c'est-à-dire publier des auteurs de la région et souvent faire des livres aussi, par exemple
enfin, je prends l'exemple de la Lorraine parce que c'est ma région d'origine, mais bon, ça va être sur le patrimoine lorrain, par exemple, ou sur une histoire qui va se passer dans la région, etc. Et c'est sûr que c'est des arguments qui vont beaucoup plus toucher un public très local, très régional, et qui va avoir un peu plus du mal à s'exporter dans les autres régions de France. Et du coup, après, un national, bah, il peut faire un roman qui se passe en Bretagne ou je sais pas où, ça peut marcher, mais il va pas le défendre sur ce point de vue précis, il va plutôt se concentrer sur l'histoire que sur le côté, la localisation, on va dire, de l'histoire. Ah oui, chez nous, c'est un peu ce qu'on considère comme les romans de terroir, qui sont bien défendus aussi par chez nous. En tout cas, c'est très intéressant. Je connaissais pas du tout les différences entre les deux, et je pense que la plupart de nos auteurs non plus. Alors, question un peu, on va dire, touchy. Très bien. Non, pardon, je voulais dire aussi que Oui. les éditeurs régionaux parfois sont très viables aussi parce qu'ils vont avoir une communauté qui peut être très solide aussi. Donc après, les deux sont possibles et les deux peuvent aussi bien marcher l'un que l'autre. C'était juste pour préciser ça. Mais c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que les gens parfois, enfin les auteurs ont parfois un peu plus, sont un peu plus récalcitrants quand on va parler d'une petite maison d'édition ou d'une maison d'édition qui est peut-être plus régionale que nationale. Donc c'est toujours important de le rappeler pour nos auteurs. C'est un côté rassurant pour eux aussi. Donc, petite question un peu plus touchy, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'IA dans l'édition? Voilà, je précise, ce C'est n'est une... pas une question qui vient de moi. Mais c'est vrai que c'est une question de société qui revient beaucoup. Et voilà, si tu as quelques mots à dire sur le sujet, c'est avec grand plaisir que nous Par allons rapport écouter. aux couvertures ou par rapport au texte ou les deux? Parce que c'est pas Euh, tout à fait les mêmes. Moi, je dirais aux deux, parce que comme ça, c'est un peu... C'est deux niveaux différents, donc les deux niveaux sont intéressants. Alors, par rapport, enfin, dans l'ensemble, de toute façon, je pense pas que l'IA peut faire le travail d'un humain. Je pense qu'on en est quand même assez loin. Sur les couvertures, nous, on travaille avec des vrais illustrateurs qui nous font des croquis détaillés, etc. Donc, on a une vraie vérification là-dessus. Ça peut arriver que je l'utilise par contre pour faire des fois des idées d'ambiance ou des choses comme ça dans le côté un peu brainstorming d'une illustration. Mais l'illustration finale, enfin ça peut être une aide par rapport à ça. Mais sinon, l'illustration finale, elle est, euh, elle est jamais IA. On y tient. Et, euh, et par rapport au texte, ben, je pense clairement, l'IA pour l'instant, elle va pas pouvoir vous faire un roman. Après, ça peut aider des fois pour les recherches. Ça peut être plus rapide que Google si on a besoin de précision historique et tout, mais toujours avec de la prudence. Donc ça peut être un assistant, mais à utiliser avec prudence et en gardant sa créativité, je dirais. Des paroles extrêmement sages et je pense que beaucoup les partagent en tout cas dans l'assemblée. Certains sont peut-être un poil plus virulents envers l'IA, mais c'est vrai que elle est là, elle existe et autant l'utiliser à bon escient, avec parcimonie, avec prudence, toujours en vérifiant les informations euh, quand ça concerne tout ce qui est textuel et historique. Mais voilà, elle est là. Pourquoi ne pas s'aider finalement de cette IA? Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des auteurs qui refusent les modifications proposées sur certaines parties? Alors, on parle de modifications de fond. Et si oui, quelle est ta réaction dans ce cas-là? Dans le cas où un auteur est fermé aux corrections ou aux modifications que tu lui proposes. Alors après, ça va vraiment dépendre de la fermeture. On va dire que s'il y a vraiment de base un problème avec le certain fond du texte, c'est important d'en parler rapidement et pas en cours de correction parce que enfin, c'est que dès le départ, il y a des choses à changer. Donc, il faut clarifier les choses tout de suite pour savoir si on va travailler avec l'auteur ou pas. Mais sinon, après, ben, les auteurs, évidemment, hein, ils peuvent être ils peuvent être récalcitrants à certaines corrections. Moi, je demande jamais des corrections insensées. Enfin, quand je les demande, c'est qu'il y a de vraies raisons.
Donc, je les argumente toujours au maximum. Et les seuls cas où... Après, ça peut arriver que je me trompe, mais dans ce cas, ça va être une discussion où il faut que l'auteur me montre qu'en fait, j'ai pas vu son intention. Mais si j'ai pas vu son intention, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à pourquoi je l'ai pas vue. Et dans ce cas, comment on va la rendre plus claire et accessible pour tout le monde. Donc, le but, c'est de respecter en fait ce que veut l'auteur et de faire au maximum pour que son message y passe. Ok, Donc, ok. normalement, à la fin, on a toujours trouvé un terrain d'entente. Voilà. Et je tiens aussi à rassurer les auteurs. N'hésitez pas non plus à défendre vos points de vue, hein, Barbara nous le confirme. Si vous avez une intention qui n'est juste pas perçue, ben, c'est pas grave en soi, c'est juste qu'il faut retravailler peut-être alors le roman d'une autre façon. Et également, moi je tiens ce conseil de notre première autrice interviewée, n'hésitez pas à laisser poser un peu les commentaires que vous recevez sur votre manuscrit avant de réagir, parce que ça, c'est toujours compliqué quand on touche à son bébé, parce qu'un roman, c'est nos tripes qu'on pose sur la table quelque part. C'est toujours compliqué, même quand on a essuyé plusieurs critiques de ses proches, ou même sur Pluméa, c'est toujours compliqué de recevoir encore plus de critiques de la part d'un éditeur. Donc n'hésitez pas à d'abord lire les commentaires, les laisser infuser, et puis voir si vous êtes d'accord ou pas, et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. Et puis en parler avec l'éditeur. On rappelle que c'est un travail de collaboration et que normalement rien ne s'impose entre l'auteur et l'éditeur. Voilà. Vous faites un bout de chemin ensemble, donc soyez bienveillants les uns envers les autres. C'est important. Et je voulais ajouter là-dessus que aussi, j'essaie de faire. Moi-même, j'essaie énormément de me former à tout ce qui est scénarisation, construction d'un récit, etc. Et j'essaie d'apporter ça à l'auteur parce en fait, on a quand même une certaine lacune en France par rapport à ça. Et donc, du coup, enfin, je rassure les auteurs et je leur dis toujours, c'est normal s'il y a plein de petites choses que vous connaissez pas. Le but, c'est qu'on améliore le texte ensemble avec des vraies connaissances théoriques solides. Donc, il n'y a pas de panique à avoir par rapport à ça, en tout cas chez nous. Alors j'ai encore une question. Combien vous recevez de scripts par jour? Parce que cette personne qui pose la question a compris que vous ne publiez que 3-4 romans par an. Donc c'est vrai, on n'a pas forcément abordé cette question de la sélection. Combien vous avez de romans au début? Combien, si vous en gardez que 3-4 par an, comment vous faites pour faire vos choix? Et est-ce qu'il y a vraiment énormément de manuscrits que vous recevez en période d'appel à texte? Alors, sur la période d'appel à texte de romance, comme dit, ça doit faire 3 ans que j'ai pu ouvert les appels à texte, donc j'ai plus trop les chiffres. Donc là, là, je suis un peu désolée, mais je pourrais vraiment pas vous donner une idée. En fait, là, je le saurai plus dans un mois où je vais rouvrir, donc là, ça va être la surprise. Mais de ce que je pense, on devrait en recevoir quand même un certain nombre. Après, de l'expérience que j'avais eue sur d'autres, on avait pu en avoir une centaine, mais je ne saurais pas vous dire combien de temps c'était resté ouvert. Il y a beaucoup, enfin surtout à cause de notre secteur de maison d'édition, on a beaucoup de choses un peu hors sujet, c'est un peu notre problème. Que nous, on veut vraiment des textes fantastiques, horreur, voire thriller fantastique, ce genre de choses. Et on a beaucoup de gens qui veulent juste caser un manuscrit, peu importe la ligne éditoriale. Donc il y en a quand même beaucoup, énormément même qui à l'origine étaient hors sujet tout court, même s'ils étaient bons, c'était pas ça le problème. Quand on va rouvrir, on essaiera d'être beaucoup plus clair là-dessus pour qu'il y ait j'espère moins ce genre de problème, mais je pense qu'on ne pourra pas empêcher les gens d'essayer. Et sinon, sur les appels à texte nouvelles, on va être sur une soixantaine de textes, mais sachant que je laisse les appels à texte ouverts 1 mois et demi, donc c'est un délai qui est un peu court, mais c'est un peu fait exprès pour éviter qu'on croule sur les textes à lire et à sélectionner. Oui, mais je pense, oui, que ce problème d'envoi de manuscrits hors sujet, c'est un peu partout. Comme voilà, les grands-mères qui essayent de publier leur biographie sur leur très bonne confiture, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, malheureusement, pour la maison d'édition. Donc, oui, non, non, je pense que les hors-sujets, c'est un souci de tout le monde.
En tout Alors, cas, ils ont beaucoup d'intérêt pour qu'il y a une personne qui a participé au collecte de fonds. Donc, c'est Bah, merci une beaucoup. cause chez nous. c'est vrai qu'ils Merci sont beaucoup. extrêmement enthousiastes dans le chat de ce que j'envoie. Ils sont très, 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 très intéressés. Donc, on se rend compte là que ça vaut vraiment la peine de faire des interviews avec les maisons d'édition. C'est hyper enrichissant pour nous en tant que membre de l'association et pour les auteurs aussi. Alors, je vois que j'ai encore deux petites questions et après, on clôturera doucement. Alors, est-ce que vous avez des subventions grâce au statut associatif ou pas? C'est vrai que c'est Alors, une bonne peut-être question. qu'en théorie, on pourrait en demander, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé de le faire en fait. Je pense qu'en a priori, si je voulais essayer, je pourrais essayer d'en avoir. Mais, mais c'est quand même une administration lourde de faire les dossiers, ce genre de choses. Et finalement, je me dis, je préfère me concentrer sur les livres que je fais plutôt que perdre des jours sur ça. Bon, ça peut être à tort, hein, mais bon, je me dis, je crois en mes projets et puis je vais investir moi pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant toute seule, on va dire. Et Ce qui sans est, finance, mais en essayant de ne pas en perdre. ce qui est un très beau projet en soi, hein, de vouloir tout faire de soi-même. Mais voilà, si jamais vous avez le projet d'ouvrir votre maison d'édition associative, n'hésitez pas à vous renseigner sur les subventions si c'est possible. En général, pour les associations, je pense quand même qu'il y a des aides. Et bien évidemment, si vous faites partie de la Belgique, du Québec, de la Suisse ou peu importe, ben, renseignez-vous dans votre pays d'origine. C'est mieux. Une dernière petite question. Est-ce qu'il existe une limite au sujet pour l'édition? Est-ce qu'il y a un comité de censure, un peu comme le Centre national du cinéma, mais pour les livres? C'est vrai que Ça, quand on rentre dans le registre de l'horreur, on peut vite se poser la question de est-ce qu'il y a des choses qui sont légalement publiables ou pas? Ah oui, dans ce sens-là. Bah, après, enfin, je pense que c'est aussi à l'éditeur de fixer aussi lui-même les limites, hein. Donc, c'est sûr qu'après, sur les Luciférines, on a parfois eu des textes, on va dire, assez trash, assez gore, mais après, tant que c'est dans le projet, on va dire que ça reste de l'humour noir, qu'on sait que c'est décalé, etc. C'est pas un problème. Après, évidemment, on reste vigilant quand on corrige à ce qu'il n'y ait pas de malentendus ou de choses qui soient un peu trop louches. Enfin, moi, je reste vigilante là-dessus. Mais après, j'imagine que si on fait quelque chose qui a l'air de soutenir la pédophilie ou je sais pas quoi, on pourra avoir des problèmes, effectivement, mais on ira jamais vers ce genre de choses. On reste vigilant. Voilà. Pour la personne qui se posait la question, tant que vous ne faites pas peut-être la promotion de choses qui sont franchement illégales, normalement ça devrait aller. Une petite tête décapitée ne fait pas de mal dans un roman uniquement. Dans un roman uniquement, je précise. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions dans la liste de questions. Donc c'est l'heure de la question. Ça fait beaucoup de mots questions dans la même phrase, hein, je l'entends. Mais c'est l'heure de la question spéciale Pluméa. Et donc, est-ce que tu as un conseil pour les auteurs qui souhaiteraient se faire éditer et plus particulièrement chez toi? Euh, mais en tout cas, ce que je dirais enfin, je pense qu'après, c'est pas forcément des conseils particulièrement novateurs, mais je pense qu'il faut vraiment bien soigner je dirais déjà ses premières pages, son accroche, son introduction, faire un livre qui tout de suite soit efficace. Donc, vraiment travailler beaucoup la scénarisation de votre scène d'exposition, ce genre de choses pour être sûr que l'éditeur il va accrocher et avoir envie d'aller plus loin et de faire sentir que votre texte il a vraiment été travaillé. Même si on va retravailler peut-être dessus, etc. Je pense que de toute façon, le plus important, c'est de réussir à favorablement intéresser dès le départ en étant efficace. En tout cas dans l'horreur et le thriller, forcément, bah, on aime bien ça. Et puis évidemment, si vous voulez viser ce genre de style et de publication,
et ben, il faut tout de suite qu'on sente la patte du genre, donc on sente qu'on est dans quelque chose de sombre ou de quelque chose d'inquiétant dès le départ, parce que sinon, ça peut risquer de faire décrocher l'éditeur. OK, mais en tout cas de très, très bons conseils. On ne le répète jamais assez, n'envoyez jamais un premier jet dans une maison d'édition. Il y a peu de chances qu'il ne soit même jamais lu. Parce qu'on le sait, un premier jet, bah, c'est la première étape et il en reste encore de nombreux autres après. Mais je pense qu'on va doucement clôturer l'interview. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir parmi nous. Pour les éditions Luciférine, ça se passe sur Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller les suivre sous le nom Les éditions Luciférine. Et sinon, ils ont leur site internet, Éditions Luciférine. N'hésitez pas non plus à passer commande pour leurs très beaux ouvrages. On en a suffisamment parlé. Je pense que voilà, vous trouverez votre bonheur. On a pas mal d'auteurs de l'imaginaire et aussi dans l'assemblée ici présente, quelques-uns qui aiment particulièrement ce qui est un peu angoissant, ce qui est un peu sombre, l'horreur et ce genre de choses. Donc je pense on a touché un public et que c'est pour ça qu'il était particulièrement intéressé cette fois-ci. En tout cas, Barbara, je voulais encore une fois te remercier de ta présence parmi nous ce soir. C'était vraiment très enrichissant pour nous comme pour nos auteurs. Et je voulais également remercier nos auteurs pour leur présence et leur participation, toutes leurs questions extrêmement intéressantes. On fera un rappel avec tes différents réseaux en annonce à la suite de l'interview. Ben, merci beaucoup aussi, c'était très intéressant aussi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi tout l'enthousiasme que j'ai vu tout au long de l'interview dans le chat. Alors vraiment, merci pour votre présence et pour votre intérêt. Et puis, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, je reste disponible.